tous, je suis Roméo José Tessi, doctorant en communication publique à l'Université Laval et en sciences de l'information et de la communication à l'Université Lyon 2. Je suis également membre du Centre interdisciplinaire de recherche sur l'Afrique et le Moyen-Orient et également du laboratoire ELICO. Je suis aussi membre d'une association qui est appelée APSOA, dans l'association pour la promotion de la science ouverte en Haïti et en Afrique francophone, qui mène tout un combat autour de libre accès en Afrique francophone et en Haïti. Je voudrais remercier les différents organisateurs et organisatrices de ce colloque pour m'avoir donné l'opportunité de partager avec vous mes réflexions autour de l'introduction des MOOC en Afrique francophone. Et j'espère que la distance ne va pas nous empêcher ou ne va pas réduire quand même l'entrain qu'on pourrait mettre dans les discussions autour de ces enjeux. Je vous remercie d'ores et déjà de pouvoir m'écouter à travers cette courte vidéo et je serai en ligne tout à l'heure pour pouvoir écouter vos avis, vos remarques, vos retours et pouvoir discuter des différentes questions avec vous. Sans plus tarder, je vais lancer mon diapo. Donc, comme je le disais, ma présentation est intitulée L'introduction des MOOC dans les universités africaines francophones. Quel enjeu de justice cognitive? Alors, il faut dire d'entrée que l'introduction des MOOC en Afrique s'est accompagnée d'un certain nombre de discours qui disaient que, en fait, les MOOC pourraient permettre aux universités africaines francophones de relever un certain nombre de défis. Donc, le défi de la massification, la qualité de l'enseignement, l'éloignement géographique, et donc de rendre accessibles ces cours en tout temps et en tout lieu. Donc, ce discours de démocratisation de l'accès au savoir s'est accompagné d'une certaine promesse d'ouverture. Donc, on rentre aussi dans toutes les promesses d'éthique qui permettraient à chacun d'avoir une présence en ligne et de pouvoir donc démocratiquement de pouvoir se représenter. Et s'inscrit donc, comme je le dis, dans les avancées de la démocratie. Mais pourtant, pour accéder à ces différents outils, il faut avoir accès à ces technologies. C'est pourquoi les notions de fracture numérique et de fracture de contenu sont très importantes pour pouvoir aborder ces questions. Selon Ernest Wilson, les causes de cette fracture numérique sont l'accès physique au dispositif, les coûts élevés par rapport aux revenus de l'utilisateur, les compétences numériques, l'utilisabilité du dispositif, l'accès au contenu, la disponibilité des applications et informations pertinentes en ligne, l'accès à la production, la capacité à produire son propre contenu, l'existence d'institutions facilitant l'accès au TIC et l'existence d'une politique d'accès au TIC. Mais Alain Kiyonju préfère parler de la fracture de contenu pour souligner en fait cette faible présence, je vais dire, cette faible présence des contenus locaux, notamment africains, sur Internet. Donc, il ne s'agit pas seulement de penser la question de l'accès au TIC en termes de technologie, mais aussi en termes de contenu. Alors, j'ai mis cette petite capture d'écran pour montrer un exemple d'une plateforme de MOOC qui a été développée au Bénin, qui est toujours en train de développer au Bénin, en collaboration avec l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Mais ce qui m'intéresse avant tout, c'est de revenir d'abord sur l'origine des MOOC. Ce que j'appelle ici l'hyper-concurrence symbolique, c'est cette utilisation des MOOC par les grandes universités pour se promouvoir. Les MOOC sont apparus dans un contexte où les universités américaines cherchaient à redorer leur aura de grandes universités. Cela passe par l'utilisation des MOOC comme outil de communication autour des formations des universités. Des montants un peu fous de réalisation de ces MOOC sont même adressés sur les lignes budgétaires de communication de ces universités. L'enjeu, comme le disait le doyen de l'EPFL, est de déterminer qui va contrôler la distribution du savoir. Donc, on est plus dans un enjeu d'ordre symbolique. Il ne s'agit pas du tout dans mon propos d'ignorer du travail pédagogique qui est fait dans ces MOOC
qui sont suivis par des milliers d'étudiants dans le monde, et notamment africains, mais de mettre quand même en lumière qu'à l'origine, les MOOC ne sont pas forcément faits pour enseigner des cours qui pourraient se faire en présentiel dans un cursus de formation en présentiel. Ce qui est l'idée des acteurs africains de l'enseignement supérieur. Donc, dans les pays du Sud, l'idée, c'est de faire de ces MOOC, dont certains sont conçus dans les pays du Nord et importés sur les plateformes locales, un outil de formation de masse. Alors, la question que moi je me pose, c'est comment les MOOC, en dépit de leur ambition d'ouverture, de démocratisation de la formation et de l'appui qu'elles peuvent apporter aux universités africaines, peuvent faire émerger aussi bien des injustices cognitives entre Nord et Sud et entre apprenants du Sud. Pour cela, je vais commencer par définir ce que j'entends par justice cognitive. Alors, la justice cognitive est un concept issu des réflexions de l'anthropologue indien Shiv Viswanathan, puis retravaillé dans le cadre du réseau SOA. Donc, le réseau SOA, c'est le réseau dans lequel j'interviens, qui s'appelle Sciences ouvertes en Afrique et en Haïti. C'est un idéal, en fait, épistémologique, éthique et politique, visant l'éclosion et la libre circulation de savoirs socialement pertinents partout sur la planète, et non pas seulement dans les pays du Nord au sein d'une science pratiquant un universalisme inclusif, ouvert à tous les savoirs et toutes les épistémologies, et non pas un universalisme abstrait basé sur des normes américaines qui excluent ce qui diffère d'elles-mêmes. Alors, l'enquête que nous avons menée dans le cadre du réseau SOA nous a amené à déterminer 9 injustices cognitives. Je ne vais pas revenir sur les 9, mais ces 9 injustices cognitives nous ont permis de réfléchir à la question des MOOC et à travers le concept de justice cognitive. Alors, dans un premier temps, nous avons remarqué que les universités africaines francophones ont commencé à mettre en place des partenariats entre les universités, avec les universités du Nord pour développer des MOOC locaux. C'est quand même une bonne nouvelle. Mais je vois un risque d'un alignement sur les objectifs des bailleurs, donc de ceux qui apportent la manne financière, rendant impossible quasiment les possibilités pour les acteurs de développer une épistémologie locale. On voit par exemple sur la plateforme de MOOC de l'université d'Abomey-Calavi, dont je vous ai montré une capture tout à l'heure, une cohabitation entre les MOOC de l'école polytechnique fédérale de Lausanne, au nombre de 38, dont certains sont en anglais, et des MOOC faits par l'université d'Abomey-Calavi. Le cas théorique de la justice cognitive est plus généralement des études décoloniales, donc issues des travaux de Fanon, Mignolo, Veondo, Mbembe ou Ntondi, considèrent que les savoirs sont toujours historiquement situés et géographiquement, donc locaux, incluant le savoir scientifique positiviste issu de la modernité occidentale, qui pourtant revendique une sorte de neutralité technique. Mais comme avait dit le philosophe Souleymane Bachir Diagne, l'un des dangers inhérents à cette idée des MOOC et des enseignements à distance serait de transformer une université, donc l'Afrique, université du Sud, en scène consommatrice. Alors que les universités du Sud aussi ont la possibilité de produire des MOOC et de les diffuser. C'est vrai qu'on voit une volonté des acteurs universitaires africains de développer leur propre MOOC, donc un processus d'appropriation du dispositif MOOC est en cours. Cependant, il faut que ce processus ne verse pas dans les mêmes erreurs du système d'enseignement classique, c'est-à-dire calqué sur des modèles positivistes occidentaux issus de la colonisation, ou encore dans ce que Paulin Ntondi a appelé l'extraversion scientifique, désignant cette manière de produire des contenus ou des matières premières pour séduire le Nord, ou encore cette propension à dépendre des infrastructures et des structures intellectuelles du Nord, donc des laboratoires, des financements, des contenus qui seraient fabriqués dans les pays du Nord. L'enjeu de la consommation au Sud est logiquement de produire des contenus scénarisés et exemplifiés avec des réalités du Sud et qui répondent aux enjeux de développement de ces pays. Alors ici, on a une capture d'écran d'un MOOC qui a été fait à l'université d'Abomey-Calavi, donc présenté par un enseignant
de l'université d'Amon Calavi qui parle des changements climatiques et des ressources en eau. Alors, le deuxième élément qui représente à mes yeux une injustice, disons une injustice cognitive entre à la fois le nord et le sud et aussi entre les apprenants du sud, est bien la question des compétences numériques et de l'accès au web. On sait qu'il y a une disparité dans l'accès. Par exemple, au nord, c'est plus facile d'avoir accès à une connexion Internet et à moins de coûts par rapport à des pays du sud. Mais même dans les pays du sud, il y a une disparité entre ceux qui sont dans les zones urbaines et ceux qui sont dans les zones rurales. Quelqu'un qui est dans une zone urbaine a plus facilement accès à une connexion Internet et à l'électricité, contrairement à quelqu'un qui est dans une zone rurale qui n'a pas forcément ces mêmes facilités d'accès, soit à Internet ou à une connexion Internet. Pourtant, ces deux éléments sont très importants pour pouvoir accéder à des MOOC qui seraient conçus, que ce soit au nord ou au sud. Alors, donc, dans le contexte africain francophone, barrières ont été soulignées. Ces barrières sont liées à la culture numérique, par exemple la place de l'Internet et des réseaux sociaux dans la conquête politique n'est pas ignorée aussi dans ce contexte où les acteurs gouvernementaux n'hésitent pas à couper l'accès à Internet pendant des périodes longues, allant jusqu'à 3 semaines comme ça les arrange. Donc, des fois, la conjoncture ne favorise pas non plus de pouvoir accéder facilement à des mots. Donc, plusieurs rapports pointent quand même le fort taux de pénétration du téléphone mobile en Afrique, mais l'une des études que j'ai réalisées récemment montrait que les plateformes de MOOC francophones les plus utilisées, donc Fun par exemple, ne s'étaient pas encore adaptées à cette réalité. Mais aujourd'hui, ces plateformes sont de plus en plus responsives, mais il faut aller au-delà de cette responsivité. Pour aller au-delà de cette responsabilité, il faut penser d'un point de vue utilisateur. Par exemple, il ne s'agit pas de s'arrêter à la responsabilité, mais de se dire qu'un apprenant africain est plus apte à utiliser WhatsApp ou Facebook, donc de réfléchir à concevoir des plateformes de discussion ou de chat qui s'adapteraient à ces différents supports. Le dernier élément que j'aimerais aborder, c'est la question de la langue. Les langues utilisées dans les MOOC sont encore coloniales, ce qui n'est pas tout à fait compatible avec l'idée d'ouverture que promeuvent les MOOC. Il ne s'agit pas en fait de renoncer aux enseignements dans ces langues, donc que ce soit le français ou l'anglais, qui font partie d'un héritage colonial, mais de réussir en fait à créer le pont entre ces langues et les langues locales. Il reste difficile tout de même pour des apprenants dont le français est la seconde langue après la langue maternelle et l'anglais est la troisième ou la quatrième langue, d'acquérir aisément des connaissances diffusées par ces MOOC. Par exemple, dans le cadre du partenariat entre l'École polytechnique fédérale de Lausanne et l'Université d'Abomey-Calavi, des capsules vidéo produites en anglais ont été déployées sur la plateforme de MOOC de l'Université béninoise. Dans ce cas, la langue pourrait être une barrière sérieuse à l'accès de ces cours, surtout lorsqu'aucune traduction ni document test n'est proposé. Dans une optique de justice cognitive, il serait important de proposer des MOOC dans les langues locales africaines. L'exemple du Wolof que propose le philosophe Souleymane Bachir Diagne est très parlant à ce propos. L'idéal de justice cognitive propose de surpasser la hiérarchie qui s'est créée dans les représentations des langues. Les langues coloniales étant celles officielles et les langues africaines, locales, reléguées au second rang. L'ouverture des MOOC ne pourrait donc s'identifier pas seulement à la possibilité à tous d'accéder à ces cours. Elle devrait prendre en compte ces langues locales chargées de réalité sociale et pouvant faciliter la diffusion des savoirs. Et pour finir, les enjeux de justice cognitive sont à plusieurs niveaux. Les mots constituent un excellent outil de formation, d'ouverture et de démocratisation des savoirs, à condition que les acteurs locaux, que ce soit les universitaires ou les gestionnaires, qui participent à leur conception, développent une épistémologie locale. Cela passe par la citation, à la fois des recherches produites au sud que celles produites au nord, au nord, et aussi à faire cohabiter à la fois les langues nationales et les langues locales et les langues coloniales dans le contenu par un jeu de traduction qui favorise la pluralité des savoirs. Aussi,
la question de l'accès aux technologies numériques qui crée des inégalités doit être réglée si l'on veut faire des MOOC un outil de formation pour tous. Enfin, il s'agit de tenir compte des besoins des apprenants en termes de formation pour proposer des MOOC qui répondent aussi bien à leurs attentes qu'à la nécessité de favoriser le rapprochement entre la science et la société. Je vais m'arrêter sur ces mots et je resterai déjà disponible pour vos retours, pour vos questions, pour vos commentaires et j'espère que la discussion que nous aurons tout à l'heure sera fructueuse. Je vous remercie pour votre écoute.